Bonsoir fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine et internationale, bienvenue à votre tribune féminine. J'ai cité Femina, cette émission qui donne la parole aux femmes. Et aujourd'hui on reçoit encore l'une d'entre elles, une jeune femme qui fait dans une activité vue comme étant une activité réductrice au vu de certaines personnes. Melia Mokoko aura beaucoup de choses à nous dire. On va décrypter Melia Mokoko de fond en comble, qui est Melia Mokoko et surtout qu'est-ce qu'elle fait comme activité. Et c'est par ces, mon cher téléspectateur, que je vous souhaite la bienvenue au sein de votre émission préférée et je vous consigne déjà de rester déjà bien calé. Femina, ça commence maintenant. Je commence à dire bonjour à mon invité. Bonjour Prisca Vanina. Ça va? Ça va très bien, tu es toute belle. Merci, je te renvoie le compliment. Merci beaucoup. Bienvenue à Femina. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Le plaisir est partagé. Alors, nous sommes déjà contents de t'avoir sur le plateau. Déjà, est-ce que Melia écoute de la musique? Ah, Melia écoute beaucoup de musique. Melia vit et dort musique. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle n'a pas un goût assez particulier pour un genre musical ou bien assez diversifié? C'est diversifié. Melia, elle écoute un peu de tout. Après, elle a ses préférés, hein, comme tout le monde. Alors, étant donné que Femina, c'est aussi une émission festive, si on plantait le décor en musique, ça serait quoi? Ben, je t'invite Dani-Fleur Bachelet, c'est la première chose qui me vient à l'esprit en bonne gabonaise. Et nous, on vous invite aussi à être encore bien calé, parce que Femina, ça ne fait que commencer. On s'en va à la découverte du Gabon avec Annie-Fleur Bachelet dans Je t'invite. Alors Melia, moi j'étais toute nostalgique. Une histoire particulière avec le titre? Ben, Annie-Fleur Bachelet, c'est une de mes chanteuses préférées. D'accord. Pour la petite histoire, un de mes amis une fois me l'a même emmenée pour mon anniversaire. Wow. Et depuis que j'écoute de la musique, donc depuis que je suis en âge d'aller même au concert, je vais à tous ces concerts au Gabon. J'ai tous ces CD dédicacés. Vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi, Annie-Fleur Bachelet. D'accord, on espère compter Annie-Fleur Bachelet parmi nos invités de Femina. Et j'espère aussi. On va décrypter qui est Melia Mokoko de fond en comble avant d'atterrir sur le thème qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, Melia Mokoko, parlez-nous de vous. Qui est Melia Mokoko en tant que femme? Melia Mokoko, c'est une femme qui cherche encore un peu sa voix. C'est une femme qui aime toucher à tout. C'est une femme passionnée. C'est une femme qui aime travailler avec ses mains. Oui. Je peux dire que j'ai fait un petit lapsus, sinon une grosse erreur. Melia Mokoko, c'est Melia Mokoko, épouse Grillo. Monsieur Grillo, il va bien? Il va très bien. Melia Mokoko, c'est la femme de Monsieur Grillo, effectivement. Il va très bien. Alors, je passe au bonjour. D'accord, Monsieur Grillo, la belle radio et télévision vous passe aussi le bonjour. J'essaie de regarder Melia de la tête aux pieds. Déjà, vos goûts vestimentaires, comment définissez-vous votre look vestimentaire? Casual chic. C'est-à-dire, j'essaye toujours de mettre tout ce qu'il y a de large, que ce soit dans l'africain ou dans le moderne, dans l'européen. Je mets des choses larges parce que, comme tu as pu voir, je suis un peu petite, donc j'essaye d'étoffer la silhouette. Je suis difficilement dénudée. Disons que j'ai toujours des trucs longs. Dénudée. Comme ça cache bien tous mes petits os. Ah, d'accord. Je suis toute maigre. Oh non, moi je vous trouve parfaite, très belle, longiligne. Merci. Déjà, c'est ce qui m'avait un peu étonnée, épatée lorsque je vous avais vu, parce que je vous avais comparé à un mannequin. Je me suis dit, c'est sûr qu'elle est dans la mode, c'est sûr que déjà votre look assez atypique. Mais quand j'ai découvert ce que vous faites, bon, nous n'en sommes pas encore là. On va aussi parler des goûts culinaires. Melia Mokoko est épouse Grillo. Lorsque vous êtes en cuisine, pour épater Monsieur Grillo, déjà, est-ce que vous avez une histoire de couple sur un plat? Pour épater Monsieur Grillo, est-ce qu'on a une histoire de couple sur un plat? Moi, j'adore cuisiner et lui, il adore manger. Donc, ah, d'accord. Par exemple, lors de votre rencontre, il paraît qu'en Afrique, chez nous, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, mais nous, on s'attelle d'abord à satisfaire le ventre. Qu'est-ce qui a touché Monsieur Grillo culinairement? La vérité, c'est que lors de notre rencontre, je dois dire que pour les premiers 1 an, c'est Monsieur Grillo qui cuisinait pour me faire plaisir. Donc c'est plutôt des pâtes que j'ai mangées pendant la première année de notre relation. Et maintenant, j'ai la chance, il aime un peu tout. Donc, un plat que je sais que je prépare et Monsieur Grillo va être touché, je crois que ça va être un bon plat de koumou. Oui. Le koumou? Ouais, le koumou. Ah, d'accord.
fois que mes légumes sont tendres, comme vous voyez, la pomme de terre, elle a une bonne, elle est tendre, pas complètement cuite, mais elle va cuire avec le reste des légumes. L'aubergine aussi, c'est la consistance que je voulais. Maintenant, je rajoute tous les 4 derniers légumes. Donc, nous avons la courgette, le céleri branche, l'oignon que je rajoute parce que j'aime bien l'oignon. Moi, c'est un légume que j'affectionne particulièrement. Et le poivron jaune. Je fais partir encore les personnes qui utilisent le cube. Hein. Voilà, donc c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je le mets parce que voilà, je suis habituée en bonne gabonaise. Bien ou pas bien, je suis habituée. Donc, je mets un cube, voilà, qui va se ramollir à l'intérieur de mon plat. Je rajoute juste un peu d'eau. Parce que la ratatouille ne doit pas être sèche. Donc je vais mettre juste un peu d'eau. Et voilà. Là, notre ratatouille va être bientôt prête. On va laisser mijoter tout ça et laisser cuire les autres légumes environ 15 minutes. Mais comme vous pouvez voir, ma ratatouille elle est prête. Moi, je l'accompagne d'habitude de crevettes. Mais comme je vous disais aujourd'hui, mes convives ne mangent pas de crustacés. Donc on va accompagner ça avec une bonne viande ou des brochettes à la braise, quoi. Donc, votre histoire avec la gastronomie, vous êtes plus porté sur quelle cuisine? Je dois dire la vérité, je suis plus portée sur la cuisine gabonaise, quoique ma curiosité fait qu'aujourd'hui, je touche un peu à toutes les cuisines. Si on me met en cuisine, que ce soit sur des plats occidentaux, donc européens, encore là, il faut diversifier, que ce soit sur les sushis, les plats japonais ou même encore la cuisine chinoise, indienne, je touche un peu à toutes les cuisines, mais je suis plus à l'aise dans de la cuisine italienne ou la cuisine gabonaise, ça c'est vrai. Là, on a parlé du plat préféré de Monsieur Grillo et celui de Mélia Moukoko. Ah, le paquet d'arachides. Ah, c'est du Nord, oui, ça. Du Nord, oui. Le paquet d'arachides. Ça m'étonne. J'adore. Je m'y attendais pas. Préféré. Vous l'avez découvert comment? J'ai la chance d'être de Logou et Vindo. Oui. Et dans Logou et Vindo, il y a 3 ethnies principales. Oui. On a les Fonds, les Kota et les Kwele. Et c'est vrai, moi, les voisins, tout le monde étant des Fonds, disons, c'est un melting pot, hein, tout le monde s'entend dans cette belle province. Et je dois dire qu'un des paquets que j'ai souvent eu plaisir à manger, ça va être le paquet d'arachide, parce que mon père, qui est Kota, mais son plat préféré, il y avait toujours de l'arachide. Il pouvait manger l'arachide 30 jours sur 30. Vous savez le cuisiner? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. À part le paquet d'arachide, quel est le plat? Lorsque vous voulez égayer les papilles de vos convives ou de votre petite famille, quel est le plat, votre plat de prédilection en cuisine qui fait toujours votre succès? Ratatouille de légumes frais avec du gingembre frais et des gambas. Waouh! Ça, c'est, je sais, je prépare ça, je sais que tout le monde va me dire c'est très bon. D'accord. Fallait apporter la ratatouille sur le plateau de Féminin. La prochaine fois. Alors, Mélia, comme moi j'ai toujours vu Mélia, elle est toujours très occupée. Franchement, même la démarche de Mélia vous montre déjà que Mélia est une femme hyper occupée. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre activité, votre vie de femme et votre vie de famille? Mélia est femme d'intérieur ou working girl? Mélia est les deux. Mélia est les deux parce que Mélia tient à être une bonne maman. Mélia tient à être une bonne épouse, une bonne maîtresse aussi pour son mari. Et Mélia tient aussi à être indépendante en tant que femme, donc elle travaille. Donc pour concilier tout ça, c'est une routine que j'ai installée. Je sais ce que je fais à part de 6h à 18h le soir. Donc j'arrive à travailler, à m'occuper de mes enfants. Je m'organise très bien et ça fonctionne parce que j'ai l'aide de personnes autour de moi en réalité. Vous avez titillé mon esprit comme ça. Mélia veut être une bonne épouse et une bonne maîtresse. Ben oui. Expliquez-moi. Mais on est entre femmes, je sais pas, mais oui, je veux être... Et les femmes nous regardent. Je veux être tout pour mon mari, donc je veux qu'il mange bien à la maison, je veux pas qu'il aille dehors, donc j'essaye d'être une bonne maîtresse, une bonne amante. D'accord. Et c'est quoi la bonne maîtresse, la bonne amante? C'est une femme qui n'a pas de tabou, pour moi, à mon avis. Oui. Voilà, c'est une femme qui sait jouer, qui est libre et qui s'assume pleinement. Voilà.
Pour parler un peu dans le cadre intime, de plus en plus de jeunes femmes se plaignent que l'homme africain devient de plus en plus pervers. Il a des fantasmes qui sortent de l'ordinaire. Bon, vous êtes mariée à un occidental. Ouais, je suis mariée à un Italien. Oui. Et non, je crois que je ne connais pas les fantasmes des autres hommes parce qu'il a la chance, je ne vais pas voir ailleurs. Mais voilà, il est comme tous les hommes. Et ils aiment être bien chouchoutés. Et voilà. Dans un passé récent, ou bien c'est toujours d'actualité, la femme noire a tendance à penser justement que le meilleur des hommes, c'est l'homme blanc. Vous partagez cet avis? Non. Non, parce que je le dis souvent en blaguant à mon mari. J'ai une amie qui, son mari, il est africain, gabonais. Je ne connais pas un monsieur plus romantique que ce monsieur. D'accord. Donc, je pense vraiment que le meilleur homme, ce n'est pas le blanc, le noir ou le rouge. C'est tout simplement un homme qui vous aime et qui vous respecte. Voilà. D'accord. Et lorsque Mélia, dans son casual chic, dans son look casual chic, elle veut séduire monsieur Grillo, quelle est votre tenue de prédilection pour laquelle, même lorsqu'il a dit non, je ne te donne pas, il flanche à tous les coups? Rien. Il faut enlever il faut être complètement comme le ver de terre. Ça, c'est parfait. Oui. Il a dit non, non, non. Ben, on se met comme un ver de terre et on s'allonge sur le lit. Et on est sûr qu'on va obtenir ce qu'on veut. Vous avez compris, mesdames? On se met comme un ver de terre. Dixit, Mélia mon coco. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous n'allez pas voir ailleurs. Quel est votre look vestimentaire masculin préféré? Qu'est-ce qui vous a fait flasher sur votre mari? Le Bermuda, il a de très beaux mollets. J'adore ses mollets. Oui. Et j'aime que mon mari a un joli polo et des Bermudas. Je trouve que le Bermuda est sexy sur un homme et voilà, moi c'est ce que je préfère. Après, les Bermudas ne vont pas à tous les hommes. Hein. Ben, bien sûr que non, il va bien au mien. Le Bermuda va bien au mien. Maintenant, laissons monsieur Grillo de côté. Le look vestimentaire masculin que vous aimez bien? Ben, ça va être un bon costume, cravate, de préférence pas noir. Voilà. Mélia, on est à l'ère de la mondialisation et de plus en plus, on voit des femmes dépigmentées. Je n'ai jamais été tentée par la dépigmentation, donc je remercie Dieu. Ça ne m'a jamais tentée. J'ai grandi avec une famille nombreuse et mes grands frères me disaient toujours que j'étais très belle. Parce que dehors, on ne me disait pas forcément ça. Et donc, j'avais des grands frères qui me disaient, tu es très belle, tu as des épaules carrées, tu as un teint parfait, il ne faut pas le toucher, tu vas voir, fais l'école, tu vas pouvoir arriver où tu veux, t'inquiète pas. Donc, je dois dire que ma confiance en moi est née déjà du fait que j'avais des frères qui me disaient que j'étais belle H24. Et après, j'ai rencontré mon mari et je disais, je suis trop noire et tout. Et il me disait, moi, c'est ça, si je me mets avec une femme africaine, j'épouse une femme africaine. Et pourtant, on a souvent l'impression que c'est le contraire. Que les femmes noires qui sont avec des occidentaux, elles ont souvent tendance à se décaper la peau, à se dénaturer. Assumer des dreadlocks, des ongles courts, un teint noir, toujours avec des produits naturels. Parce que moi, là, par exemple, j'ai mis de l'huile de coco. Je ne sais pas si tu as son style. Je ne mets que de l'huile de coco ou du maningou. C'est ce qui me va le mieux. Mais voilà, un manque de confiance si on arrive à se faire du mal comme ça. Parce que la dépigmentation, c'est quand même se faire du mal, selon moi. Et en termes de choix de maroquinerie, vous êtes toujours sur des talons aiguilles ou bien Absolument pas. Là, j'ai fait ça pour toi aujourd'hui, merci. Je me suis mise en talons pour te faire plaisir et pour être quand même présentable en télévision. Sinon, moi, je suis tout le temps en basket. Toujours. Pas de bijoux, juste des petites crayons. L'anneau, le petit bracelet que m'a offert ma belle-maman, qui ne me quitte pas. Et puis, je suis toujours avec des créoles quand je mets des boucles. C'est le plus simple. Il paraît que les bijoux mettent les femmes africaines en valeur. Je crois aussi. Oui, mais vous n'en mettez pas. Un choix personnel? Peut-être un manque de temps et l'endroit pour le mettre. Parce que moi, là d'où je travaille, tous les boulots que j'ai faits, j'avais pas besoin de présenter correctement. Voilà, donc je ne mets pas forcément de boucles parce que dans mon environnement de travail, je n'ai pas besoin de ça. Après, c'est clair que si je travaille dans un endroit où il faut être assez apprêté, ben, je vais porter moi aussi des bijoux, c'est sûr. Je n'ai pas de problème avec. En tout cas, j'adore les bijoux moi aussi, sauf que j'en mets pas parce que mon travail m'interdit d'en mettre. Voilà. D'accord. Les dreadlocks, ça a un rapport avec les whalers,
le reggae, ou bien c'est un look qui vous a touché? Je ne sais pas, racontez-moi. J'ai rencontré mon mari, il avait des dreadlocks. Et donc lui, il a un blanc avec des dreadlocks? Oui, il les avait très longs d'ailleurs. Et moi, en bonne villageoise, en bonne africaine, j'avais des préjugés aussi sur ces dreadlocks et je disais non, on ne rentre pas dans les bureaux comme ça, c'est pas correct, ça fait sale, ça fait droguer, ça fait... Avec tous les préjugés que j'avais pour cette coiffure-là. Et à la fin, c'est moi-même qui ai coupé les cheveux de mon mari parce que je ne les supportais pas, les dreadlocks. Et il a accepté. Il en a souffert, le pauvre. Et moi, par contre, j'avais mes cheveux afro jusqu'en janvier 2021. D'accord. C'est en janvier 2021. Ah, ça fait pas longtemps alors? Pas longtemps du tout. Pas longtemps. Ça va faire 6 mois. Ah, seulement? Oui. Et pourquoi vous avez fait cette option? J'ai traversé une petite phase début janvier là avec le Covid. On a quand même fait un an de Covid, confinement et etc. Moi, j'avais un restaurant qui fonctionnait très bien. Je commençais à monter un peu. D'accord. Et donc, avec le Covid et tout, j'ai traversé une phase où j'avais plus forcément envie de me peigner. Je crois que j'ai fait ma petite dépression. D'accord. Déprimée autant? Dès qu'on a fêté janvier, je suis allée et j'ai dit, je ne vais plus jamais me toucher mes cheveux. Donc, faites-moi des rastas et j'ai décidé de faire des rastas comme ça. Voilà. Maintenant, c'est définitif, on ne peut plus retourner en arrière. Et vous aimez votre transition? Oui, j'ai appris à aimer. Au début, c'était un peu difficile. Mais maintenant, là, quand M. Grillo vous voit aujourd'hui, vous avez coupé ses dreadlocks. Maintenant, vous optez pour les dreadlocks. Il est jaloux comme tout, il a envie de se les garder à nouveau. Et là, il me dit, tu es trop belle, j'ai toujours voulu que tu aies des dreadlocks. Donc là, j'ai droit aux compliments tous les jours, donc c'est bon. À lui, c'est sûr, il adore, il aime beaucoup. C'est mignon ça. Alors aujourd'hui on est, comme je le disais toujours, à l'ère de la mondialisation, de la modernité. Il y a des looks vestimentaires qui nous viennent un peu de l'Hexagone, notamment il y a aussi de l'hygiène de vie là-dedans. On parle de plus en plus de make-up. Je regarde Mélia. Mélia, elle est maquillée très légèrement. Très légèrement. Et je sens encore que là, c'est pour me faire plaisir. Effectivement. Vous vous maquillez ou non? J'ai du maquillage à la maison. J'ai même tout chez moi parce que mes sœurs, elles... Je viendrai chercher. Mais je ne sais pas me maquiller parce que je n'ai pas la pratique. Ah d'accord. J'ai pas la pratique. Après, c'est vrai que j'ai eu une colocataire avec qui j'ai vécu. Et elle, du matin au soir, elle était tout le temps maquillée. Donc, je la voyais jamais sans maquillage. Un jour, je dis, mais comment, j'aime pas mon visage sans maquillage. Et je crois que de là, puisque j'avais 21 ans, de là, je me suis dit, si je m'accepte moi, oui, le maquillage, ça me rend plus belle, mais si je m'accepte moi, j'ai pas besoin de maquillage. Voilà, donc je m'aime moi et donc je m'aime avec tous mes défauts, même quand je suis vilaine le matin, quand je me réveille. Donc juste à des occasions spéciales. Voilà, juste occasion spéciale, on se maquille. Oui. Alors, et le look, c'est vrai, vous avez votre look à vous, mais lorsque vous regardez les femmes africaines dans la rue, quel est le look vestimentaire qui vous égaye en voyant la femme africaine d'aujourd'hui? En voyant la femme africaine d'aujourd'hui, le look vestimentaire que j'aime, c'est quand elle a le pagne. Parce que moi, je suis tout le temps en pagne. Quand elle a le tissu wax, quand elle a les différents tissus, parce qu'on n'a pas que le wax, on a des tissus, des très beaux tissus du Ghana, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Quand elle a ces tissus-là, aujourd'hui, on a même notre soie. J'adore voir la femme africaine dans sa jolie robe, comme toi là, jolie. Voilà, on est belle et on assume ça. Je n'aime pas la femme africaine dans le collant, par exemple. Alors, en termes d'esthétique, qu'est-ce que vous reprochez aux hommes en termes d'esthétique? Alors là, la mauvaise odeur. Ah ouais. J'ai horreur de la mauvaise odeur chez un homme. Oui. Je regarde toujours les orteils des pieds. J'aime bien qu'ils soient bien taillés et bien propres chez un homme. Et puis, voilà. Et chez les femmes alors? Chez les femmes, je crois que chez les femmes, je regarde autre chose. Parce que les femmes, je trouve qu'elles sont toutes belles. Elles sont toujours belles? Difficilement, je trouve une femme. Il n'y a pas quelque chose qui vous a chiffonné sur une femme et puis que vous vous dites au fond de vous que mais, tu es quand même une femme, pourquoi tu fais ça? Quand elle met le collant, avec un petit haut. Cette mode très occidentale, aujourd'hui, toutes les femmes, elles mettent ce collant-là avec le petit haut et tout est dehors. Ça, je le trouve assez vulgaire. C'est la seule chose que je n'aime pas. Mais sinon, la femme africaine, à chaque fois que difficilement, je trouve la femme africaine belle. Je vous trouve belle, vous êtes belle. Nous sommes belles. Nous sommes belles. On va continuer de parler de la femme africaine, on va continuer de parler de Mélia Moukoko, bien évidemment, parce qu'on est dans Femina.
Une histoire aussi avec cette chanson, Nagodé. Nagodé, c'est une chanson que je découvre avec ma petite sœur qui a vécu au Ghana. Et donc, elle m'envoie un morceau de ce morceau-là. Et j'ai commencé, elle me traduit. Donc, j'essaye de comprendre les paroles parce que c'est quand même un anglais particulier, mélangé. Et je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment une dédicace à Dieu. C'est une prière, c'est remercier Dieu pour tout ce qui arrive. Et c'est devenu ma prière à Dieu. Si d'autres personnes peuvent écouter une chanson très religieuse, mais moi, je vais écouter Yemi Alade en me disant, mais vraiment que je fais ma prière, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et j'ai un lien particulier, j'aime beaucoup cette chanson. Un lien particulier avec Dieu aussi? Ah, là, c'est un peu plus compliqué. Ma relation avec Dieu, elle est du haut vers le bas, du bas vers le haut. Ah, d'accord. Tout ce qu'il y a autour, non, je ne fréquente pas. Non, absolument pas fervente chrétienne. Je ne suis pas fervente chrétienne. Adepte des églises. Adepte des églises, tout ça, non. Voilà. Je ne fais pas. Mais ce que j'ai aimé, il y a beaucoup de vie en Mélia. J'ai pu le voir à travers les titres Nagodé. Vous fréquentez les discothèques? Ah oui. Ah ben moi je suis des personnes qui pensent qu'il faut vivre et laisser vivre. Ah ouais? Ah oui, il faut vivre. On dirait pas. Je suis tellement jeune, si je fréquente pas les discothèques, mais non, je vais le faire à 60 ans, sauf que je vais danser toujours un truc très lent. Donc je préfère là maintenant, jeune comme ça, je vais bien sauter. Quels sont vos milieux de prédilection en termes de divertissement, à part les discothèques? À part les discothèques. Pour faire plaisir à Mélia. Pour faire plaisir à Mélia, mais là tu as des gens enlevé la discothèque quoi. Ah d'accord. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, moi le schéma est comme ça, restaurant, après le resto pub, après le pub discothèque. On va se lâcher. Toujours en discothèque pour se lâcher. Mélia est quel genre de jeune femme en discothèque? Mélia, elle ne sait pas rester assise. D'accord. Elle a mal aux jambes quand elle est assise trop longtemps. Et donc, non, quand je vais en boîte, je prends un verre. Ce qui est bien, c'est que je n'écoute rien à personne parce que je ne bois qu'un verre. Je suis capable de boire le même verre de... Vraiment, Mélia vient se divertir. Mais je vais être sur la piste et je vais danser comme une malade. Elle est venue se divertir de toutes les façons. C'est ça la boîte. Mélia a 2 licences. D'accord. Donc, j'ai fait une en Italie. Et quand je suis revenue... Des licences en quoi? Langue en Italie et relations internationales. D'accord. Voilà. Donc, quand je suis rentrée au Gabon, comme tout le monde, je cherchais du travail. J'ai eu la chance, vraiment, c'est une bénédiction. Je remercie encore Madame Seba, vu qu'on est dans une émission féminin, de m'avoir donné cette chance. J'ai travaillé en tant qu'enseignante d'italien pendant 3 ans. Ah, vous parlez couramment italien? Ah oui, je suis professeure d'italien de formation, oui. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai enseigné l'italien pendant 3 ans avec cette femme qui m'a tout donné. Elle m'a formée. Et elle a fait de moi, elle m'a donné la passion parce que j'adore enseigner. Jusqu'à présent, si je pouvais ouvrir mon école, j'enseignerais. Et après ça, voilà, le salaire n'était pas vraiment ça, dans le sens que j'ai un train de vie. Déjà, j'étais véhiculée, donc avec mon salaire, il suffit que je paye le carburant. Il ne me restait pas grand-chose, donc j'ai gentiment demandé à Madame Seba si je pouvais arrêter et je me suis orientée vers l'entrepreneuriat, la restauration. Voilà. Et dans votre parcours sur le marché du travail, est-ce que vous n'avez pas eu des obstacles à part le problème que vous énumérez, le salaire? J'ai eu beaucoup d'obstacles parce que en réalité, quand moi je suis rentrée, je ne pensais pas être entrepreneur. Moi, je voulais, comme la plupart des Gabonais, rentrer dans la fonction publique. J'étais enseignante. Pour moi, c'était simple d'enseigner. Il y avait quand même le lycée de Yamba où on fait l'italien, l'Immaculée, etc. Donc, j'ai postulé. Je voulais avoir la fiche bleue qui permet de rentrer à la fonction publique. J'ai déposé différents dossiers. Je crois que j'en ai déposé 5 au total. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. J'ai jamais été retenue, j'ai jamais pu entrer dans la fonction publique. Donc, j'ai continué à faire des petits boulots dans le privé, dans l'enseignement, toujours dans le privé, jusqu'à ce que je trouve ma voie aujourd'hui. Dans toute chose, il y a l'inconvénient et les avantages. Il y a le côté coup de gueule, il y a aussi le côté coup de cœur. Mais oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de coup de cœur là-dedans pour dire que bon, mais par contre, j'ai aimé? J'ai aimé. Je crois que c'est une des plus belles expériences de ma vie. J'ai vraiment aimé mon expérience d'enseignante. D'accord. Parce que franchement, le jour que je serai présidente, les enseignants seraient les plus payés du monde entier. Oui. Si je pouvais commander le monde, ils seraient les plus payés. Parce qu'ils donnent... Mais on a l'impression, sans vous couper la parole, on a l'impression aujourd'hui que les enseignants sont plutôt portés sur l'appât du gain
que sur la volonté. Moi, je ne crois pas à ça parce que je pense que les mêmes enseignants qu'aujourd'hui on accuse de cela sont les mêmes enseignants qui nous ont enseigné, toi et moi, en réalité. J'ai pas l'impression, moi. Moi, mes professeurs sont tous en vie et ils enseignent aujourd'hui qui allait en bas. Oui, ils sont d'une autre génération. Ils sont d'une autre génération, d'une autre époque. Je crois savoir. Je suis une des personnes qui dit qu'on ne travaille pas pour pas être payé. Ouais. Je me vois mal critiquer ces enseignants aujourd'hui si ce qu'ils demandent, c'est leur permettre d'avoir de l'argent pour prendre le taxi. Parce qu'en réalité, le métier d'enseignant, c'est pas juste le métier qu'on fait à l'école. Parce que moi, pour avoir enseigné juste 3 ans, je partais le matin, j'enseignais à ces élèves, je donnais des devoirs que je corrigeais, je préparais des devoirs, je préparais des leçons et j'étudiais H24 jusqu'à 3 heures du matin. Parfois, il fallait corriger des dictées. Et donc, mon travail ne s'arrêtait pas qu'au boulot. Mon travail continue à la maison. Et donc, j'estime que quand on a un travail comme ça, même si on y met beaucoup de passion, et moi, j'y ai beaucoup mis, et je suis sûre que ces enseignants aussi y mettent de la passion, mais ils méritent quand même un salaire. Et si leur salaire ne vient pas, je suis mal placée pour leur demander de ne pas gréver. Vraiment. Il y a toujours des petites anecdotes. Surtout une enseignante. Mes élèves, je les adore. La petite anecdote, je crois que ça va être une élève qui est aujourd'hui en Italie. Parce que voilà, nous on faisait le cours pour leur permettre d'aller étudier en Italie. Elle en Italie, un jour elle m'a dit: Madame, vous êtes la meilleure enseignante que j'ai jamais eue de tout mon cursus. Et cet enfant, tenez-vous bien, c'était parmi les meilleurs de classe. Donc déjà une enfant très bien formée qui, je suppose, a eu de très bons enseignants parce qu'elle était vraiment au top niveau. Mais quand elle m'a dit ça, j'en ai pleuré. Aujourd'hui, c'est comme ma fille, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup et j'ai des anecdotes comme ça. Les élèves qui se moquent de toi, parce que moi j'ai enseigné aussi avec le ballon. Donc parfois ils arrivent en classe. Madame aujourd'hui, ce genre de choses. Mais ça reste une très belle expérience. Si c'était à refaire, je refais. Pourtant vous vous plaignez du salaire. Il était aussi dérisoire? Non, parce que je dois dire qu'elle me payait mieux que la moyenne nationale. C'est-à-dire, elle me payait ça, mais j'ai travaillé dans d'autres lycées. Ils me proposaient, mais vraiment rien. Et la preuve, je suis une personne qui travaille pour pouvoir vous étiez en train famille. de nous raconter votre coup de cœur pendant votre période de professeur. Pendant ma période de professeur, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup de coups de cœur. Oui. Il y a quelque chose que je faisais à chaque fois, à chaque fin d'année, chaque fin de saison. Madame Seba, désolée. Je suis sûre que tu savais, mais bon, j'emmenais tous mes élèves au bar aller danser. Je les emmenais au bar. Allez, on finissait l'examen, tout le monde, ok, tout s'est bien passé. Allez, mes enfants, on y va. Je loue un endroit et on est là. Et là, je les écoute parler. Ils vont me critiquer, ils vont me dire des vérités. Ils vont me corriger sur certains trucs. Ils vont me dire, Madame, ça on a aimé, ça on n'a pas aimé. Comment vous nous Vous n'aviez pas peur de recevoir des sanctions de votre hiérarchie? Elle ne savait pas, la pauvre. Elle ne savait pas. Sortir un secret, vraiment. Désolée. Bon, les élèves, ils savent. Alors, on aimerait savoir, maintenant, aujourd'hui, que fait les Mélia? Aujourd'hui, Mélia, elle est dans l'agriculture et l'élevage. Elle est dans l'agriculture et l'élevage depuis le 1er juin 2020 parce que il fallait qu'elle travaille, il fallait qu'elle se débrouille. Mélia n'arrive pas à rester sans travailler. Et comme je venais à peine de fermer, je voyais plus d'optique avec le Covid, j'arrivais pas à avoir de l'optique dans la restauration. J'avais vraiment l'impression que la chute devait être très, très brutale. La période du Covid vous a poussé à mettre la clé sur le à aller vers autre chose où je sais aussi que j'ai pas trop de contraintes. C'est-à-dire, tous les Gabonais mangeront toujours du poulet, les Gabonais mangeront toujours des œufs, ils mangeront toujours du manioc, de l'arachide, tout ça. Donc, je me suis dit, la restauration, oui, mais vu qu'on est fermé et les mesures sont très dures, est-ce que je vais m'en sortir? Et je suis en train de perdre de l'argent chaque mois parce qu'on continuait quand même à payer un loyer, nettoyer la piscine, payer l'électricité, le gardien qui est là-bas et tout. Je perdais tellement d'argent avant d'en perdre totalement. Je me suis dit, il faut tout de suite que je trouve une alternative pour me permettre de rester vivante. Donc au départ, je me suis dit, quand on va rouvrir, c'est sûr que je n'aurai pas les moyens pour faire les courses, tout ça. Donc
Mets déjà la ferme, au moins les œufs et les coques, tu vas te fournir toi-même. Fais déjà ton jardin, plante des tomates, parce que ça va te permettre de soutenir le restaurant qui malheureusement la décision a été fermer. prise. Racontez-nous cette belle histoire entre vous et la terre. C'est pour ça, lorsque j'annonçais un peu les couleurs de l'émission et de l'activité de l'invité, je parlais de cette activité qui est vue un peu de manière réductrice aux yeux de beaucoup de personnes. Une activité qu'on confère aux personnes âgées parce qu'on se dit elles sont au village, du coup elles ont le temps d'aller à la ferme, d'aller au champ, d'aller aussi regarder le bétail. Une jeune femme, toute belle, avec beaucoup de diplômes. Racontez-nous, quoi, l'odeur de la terre, je ne sais pas, votre histoire d'amour avec votre activité. Déjà, avec l'activité de la restauration, j'ai appris à tout faire de moi-même. C'est-à-dire, je suis le genre de chef d'entreprise qui fait tout. Oui. Je quitte de ma cuisine au jardinage, au nettoyage de ma piscine. En réalité, j'ai appris à tout faire. À chaque fois qu'un technicien vient chez moi, je lui demande de m'apprendre. Et mon amour de la terre, comme je disais, j'ai commencé en me disant il faut que je fasse quelque chose qui va me permettre de garder ce restaurant ouvert. Ouais. Donc, il fallait une autre source de revenus pour supporter la crise du Covid. Mais je crois que ma force, c'est le fait que je suis extrêmement humble. Tout ce qui se fait avec la terre, pour moi, ça me remplit de joie. J'arrive à faire tout. Quand est né cet amour de la terre, de la culture de la terre? Mes parents, ma mère et mon père. Depuis que je suis toute petite, en réalité, mes parents nous ont toujours nourris avec des plantations parce qu'en réalité, moi, ma maman, elle était enseignante d'histoire géo, mais mon papa, il était au chômage. Donc, ma mère nous a élevés avec l'agriculture, ma mère et mon père. Ils nous ont élevés avec l'agriculture. Donc, depuis mon jeune âge, je me rappelle, à partir de mon CE2, j'ai commencé à vendre dans des marchés la banane, le piment, parce que mes parents étaient déjà dans ça. Après, en grandissant, je suis venue ici. Ma mère, elle travaillait, mais elle a tout de suite fait une activité. Et donc, elle a commencé à produire de l'ananas, de la mangue. Et elle me livrait. Et quand les choses ont commencé à aller mal avec le Covid, j'ai dit, maman, il faut que je fasse quelque chose. Elle m'a dit, écoute, on nous a parlé, voilà, tu peux le faire, la ferme, etc. Je dis, ah, c'est pas bête, je vais faire la ferme. Et mon mari, le soir, je dis, ah, bébé, j'ai envie de faire la ferme. Il est allé à la Gabonaise de Chimie, il est revenu avec un livre à Vière et il m'a dit, commence à lire. Et donc, j'ai commencé à lire et je me suis dit, ah oui, mais je peux. Ah oui, je peux. Et du jour au lendemain, je suis allée acheter les poulets, les poussins et j'ai commencé à les élever. Et maintenant, j'en suis amoureuse. C'est la chose la plus belle que je fais en ce moment. Le décor est planté sur le thème de notre numéro de Femina d'aujourd'hui. On va parler justement des femmes intellectuelles au cœur des activités dites nobles. Alors, Mélia, est-ce que vous n'essuyez pas parfois des moqueries, des colibets? Est-ce qu'il n'y a pas des amis qui vous appellent, mais Mélia, qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, parce que j'ai la chance d'être bien entourée. La réalité, c'est que même mes copines autour de moi sont à peu près dans les mêmes activités. Les filles que je fréquente, elles vont être dans l'agriculture, l'autre va être dans l'élevage, l'autre va être dans l'entrepreneuriat en train de lancer quelque chose, toujours en rapport avec le côté élevage et agriculture. Donc, de ce côté-là, j'ai pas ça, c'est votre cercle d'amis? Dans mon cercle, ça s'est bien passé. Maintenant, dans mon quartier, dans mon quartier, le fait qu'on voit cette jeune fille mariée à un blanc, les enfants sont toujours propres. Moi, je suis la seule toujours de bizarre. Donc, les voisins, au début, c'était chaud. Ils me voyaient descendre, laver les œufs, livrer tel commerçant, l'autre commerçant et l'autre commerçant. Je soulève toujours tout avec la personne qui m'aide, mon petit frère qui m'aide. Et c'est plutôt dans le quartier que ça passe bizarrement. C'est là où on se rend compte que c'est la classe moyenne pauvre, si ça n'insulte personne, c'est la classe moyenne pauvre. Eux, ils trouvent ça, ah, mais tu touches la terre? Ah, mais ça ne sent pas. Voilà. Ils trouvent ça dégradant ou ils trouvent ça, ils ne se disent pas qu'une femme de blanc va aller nettoyer la fiente de poule de ses poussins, nettoyer les œufs, tout ça. C'est plutôt dans le quartier. Dans mon entourage, c'est bien passé. Mais non, dans le quartier, et comment les Gabonais voient l'activité, parce que pour eux, ça sent mauvais, c'est sale, la terre, le soleil, oh mon Dieu, je vais noircir
Voilà, il trouve tellement de défauts à une activité aussi noble que voilà. Que pensez-vous de ces jeunes qui mettent les diplômes de côté, pas comme vous, hein, mais qui jurent qu'ils n'attendent que cet emploi tant rêvé? Je suis triste pour eux parce qu'ils ne trouveront pas d'emploi. Parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, si tu as des capacités, exploite-les. Et je dis toujours, 2 pieds, 2 mains. Il y a un jeune garçon qui fait les Nike. Il gagne trop bien sa vie. Il n'attend pas d'être dans un bureau et je peux vous assurer qu'il a une licence comme moi. Oui. Il l'a fait à Fram. Moi, j'étais à Fram la dernière. J'ai fait mes études en Italie et je suis venue aussi à Fram. Et à Fram, j'étais dans une classe avec un jeune qui, lui, pour payer ses cours d'Afram qui était quand même élevé, c'était une très bonne école, il faisait le mutuki. Il vendait le mutuki, là à Kimbo. Il avait plus d'argent que nous. Il nous achetait tout le temps le pain au pâté. Il manquait de rien, il était propre sur lui et tous les samedis, quand il pouvait, il finissait l'école et il allait vendre son mutuki et ça l'a permis d'être ce qu'il est. Donnez-nous un peu votre emploi du temps du jour. Comment est-ce que vous organisez votre journée? Ok, je me lève à 6h moins 15, je prépare les enfants. Je les donne, avant je les déposais, mais je dois dire la vérité, maintenant il y a le chauffeur, je donne au chauffeur, il les dépose, il vient me rechercher à 8h du matin, je fonce, je m'arrête au point vert, à un point où on achète les aliments des poules et je fonce à la ferme. Quand j'arrive à la ferme, très certainement les 2 gars qui sont là-bas, ils n'auront pas puisé de l'eau, ils n'auront pas, donc c'est moi, allez on puise de l'eau, parce qu'on prend l'eau dans le puits, donc on va puiser de l'eau, on va laver les abreuvoirs, les trémies, pour l'eau et la nourriture des animaux, on va donner aux animaux. S'il y a des vaccins, des choses à faire, je vais appeler quelqu'un. Et comme ils sont nombreux, lui, il va venir seul, il va me dire, Mélia, on se met à 2 pour vacciner. Voilà, vous vaccinez comme ça et je vais vacciner mes poules. Je travaille vraiment... C'est pas assez physique pour une femme? Non, en réalité. D'accord. Peut-être parce que... Ou bien peut-être vous-même, vous êtes physique, oui, vous êtes forte. Mais c'est puiser de l'eau, c'est des bidons de 20 litres et des bidons de 10 litres. On met ça dans des abreuvoirs, on dépose. Je me salis, je transpire, je pue quand je finis ce boulot-là. Mais en réalité, je ressors avec de quoi vendre et faire rentrer de l'argent. Tant que je rentre de l'argent, moi, ça me va de me salir. Lorsque vous avez fait ce choix, il n'a pas trouvé à redire? Non, parce qu'il a vu le petit moment de dépression. Parce qu'il sait très bien que je n'arrive pas, et je le jure, je n'arrive pas à rester sans travailler. Quel que soit le travail, je vais le créer. Si demain, ma ferme fait faillite, ne t'inquiète pas, tu vas très certainement me voir en train de faire des sandwichs à Kimbo. Sans aucune gêne. Tout ce qui peut me permettre de fructifier le peu que j'ai en quelque chose, je vais le faire. Et donc, il a vu ma dépression. Quand les restaurants étaient fermés, j'ai perdu beaucoup de poids. Je n'arrivais pas à travailler. Qu'est-ce que j'ai fait de mes journées? Il paraît que les Blancs donnent beaucoup d'argent à leurs femmes. Ah, le mien, je te raconte une anecdote, absolument. C'est juste pour titiller hein, les téléspectateurs. Monsieur Grillo, c'est juste pour mettre de l'ambiance sur le plateau. Ma petite sœur, un jour, on est sorti en boîte et il y a un monsieur, un blanc, un monsieur qui l'a remis 1 million pour le taxi. Donc, on rentre de boîte de nuit. Le lendemain, mon mari est là, on raconte, c'est le dimanche, on fait le petit-déj. Ah, vous êtes bien amusé hier? Oui. Oui, mais on a dragué Manuela. Quoi? Il m'a... Oh, mon beau-frère, il m'a remis 1 million de taxis. Mon mari s'est directement retourné vers moi. Oh, écoute, si ce gars-là s'ennuie et il a de l'argent à jeter, je ne suis pas dedans. C'est très clair que je ne te remettrai jamais 1 million de taxis. Je ne suis pas dedans. C'est sûr que ça vient faire. 1 million de taxis. Il me l'a clairement dit. Il a dit non. Non, mon mari me met à l'aise. Mon mari ne me fait manquer de rien dans le sens que nous deux, on forme un nœud et on travaille pour que dans la maison, ça fonctionne bien. Mais voilà, ce n'est pas la personne qui va me donner 500 000 pour jeter pour aller faire des cheveux. Il ne me donnera pas de l'argent, ça c'est sûr. Ben écoutez, la différence entre les poulets importés, la question que tu as posée est très simple, c'est que les autres sont importés et ça c'est fait ici au Gabon. Voilà. Mais ce n'est pas ça la différence, c'est-à-dire on a plusieurs espèces. Il y a le poulet de chair qui est beaucoup plus gros, c'est du poulet quoi. Et après nous avons les pondeuses. Les pondeuses, elles ne sont là que pour pondre des œufs. Quand elles arrivent à partir du 4e mois, elles commencent à pondre et elles vont pondre comme ça pendant 1 an et demi si tout va bien.
Oui. Après, il faut savoir qu'elles ne pondent pas tous. Hein. Normalement, elles sont censées faire un œuf par jour, par poule. Alors, donc si vous avez 1000, vous avez 1000 œufs. Mais en réalité, toutes les 1000 ne vont pas pondre. Certaines vont pondre, certaines non. C'est la nature. Et puis voilà, on ne peut pas les identifier. Donc elles grandissent là et j'espère que toutes vont pondre, mais je sais qu'elles ne pondront pas tous. Est-ce qu'une femme peut s'asseoir au foyer juste pour compter sur le revenu de son mari? Pour moi, elle sera malheureuse. Pour moi, elle sera malheureuse parce qu'en réalité, oui, je travaille pour gagner bien ma vie et aider mon mari dans la maison. Mais le travail, c'est d'abord un épanouissement personnel. Si moi, je devais rester H24 dans ma maison à suivre Novelas, eh ben, même intellectuellement, je ne produis rien. Mon cerveau va stagner. Moi, j'ai besoin tout le temps de me donner des challenges. Et les hommes qui font ce choix, il y a des hommes qui disent aux femmes, ne va plus au travail. Je les trouve égoïstes. Je les trouve énormément égoïstes. Parce qu'une femme qui ne va pas au travail, après, si elle trouve son épanouissement dans faire les ongles, bravo, chapeau pour elle. Je suis contente pour elle. Mais moi, je trouve aucun épanouissement à faire des ongles. Je trouve aucun épanouissement à aller au salon de coiffure me faire des cheveux. Je trouve un épanouissement à aller travailler et gagner mon argent. Donc, c'est tout un chacun. Mais un homme qui interdit à une femme de travailler, pour moi, c'est de l'égoïsme. Je ne pourrais pas. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se plaignent du fait que l'entrepreneuriat, on va parler en termes d'environnement, ne paye pas assez au Gabon. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je pense que l'entrepreneuriat au Gabon, pas que ça ne paye pas assez, mais je pense que c'est compliqué, c'est difficile, c'est très 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 difficile. D'accord. C'est très Quelles sont les difficultés? Ça dépend des secteurs, mais déjà j'ai fait 3 secteurs. Ok. J'ai fait mon école d'hôtellerie, parce que ça je n'ai pas dit. J'ai ouvert une école d'hôtellerie avec une autre amie. Là, les difficultés étaient autres. La normalisation, tout ce qu'il faut pour être aux normes, c'est compliqué. Donc, il faut tout le temps donner de l'argent. Et donc, dans ce genre d'entrepreneuriat-là, c'est autre chose. Ça va être les difficultés administratives, les pesanteurs administratives. Mais dans l'élevage, par exemple, on ne peut pas faire de l'élevage à côté de la maison. On fait l'élevage loin. Et si on fait l'élevage loin, ça va être Malibé pour certains, d'autres Toum, d'autres, etc. Pourquoi ce choix? Pourquoi on ne peut pas faire comme on fait du jardinage? Parce que ça pue. Les voisins vont se plaindre. Même si tu demandes l'autorisation à la mairie, difficilement elle va te la donner. Je ne crois même pas qu'elles vont te la donner. Parce que quand même, l'élevage, ça pue, il ne faut pas déranger les autres, ça fait du bruit. Ils chantent tout le temps. Donc même les gens, ils vont les tuer la nuit pour pouvoir dormir. Donc on est obligé toujours d'aller loin, hors de la ville. Donc là, moi, je suis à Malibé et j'ai un gros problème quand même. Voilà, les infrastructures routières, c'est une réalité. Ce que tu gagnes, tu le dépenses dans les réparations de la voiture. Mais je vois que vous en parlez avec beaucoup de passion. Est-ce que, personnellement, est-ce que ça nourrit son homme, l'élevage? Ça va le nourrir. D'accord. Ça va le nourrir. Pour le moment, aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfaite? Pour quelqu'un qui a claqué la porte à l'éducation nationale pour se consacrer rien qu'à ça? Je suis satisfaite, mais je suis en phase d'investissement. Je ne mange pas mes œufs. C'est-à-dire, je ne peux pas, aujourd'hui que la ferme commence à produire et que je commence à livrer un peu partout, prendre cet argent pour le manger. Moi, cet argent, je mets de côté pour pouvoir avoir encore 3000 autres poules. Donc, en réalité, pour le moment, cet argent me sert pour réparer ma voiture, payer le carburant et mettre de côté pour avoir d'autres poules. Je ne peux pas encore nourrir mes œufs. Comparé à ces deux activités dans la société, on met de côté quelqu'un qui est dans la fonction publique et quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, l'élevage, l'agriculture. Qu'est-ce qui trouve son compte? Dans l'entrepreneuriat, l'élevage et l'agriculture. Est-ce que pour vous, la chance n'a pas été d'avoir été soutenue? Parce que lorsque le marié est à côté, c'est une réalité. Moi, j'ai la chance, déjà la terre, je ne l'ai pas payée. Parce que ma grande sœur était propriétaire déjà de ce terrain-là avec ma maman. Et donc, elle m'a permis de l'exploiter. Donc, je n'ai déjà pas le terrain. Et une autre chose qui est claire, c'est que j'ai déjà un véhicule. Parce que si vous devez faire une ferme hors de chez vous, à un endroit où les clandos ou les taxis n'arrivent pas, c'est clair qu'il faut être véhiculé. Donc, moi, je remercie Dieu et je remercie ma grande sœur Karine Mokoko. Je
remercie mon époux parce qu'ils m'ont déjà aidé. Ils m'ont permis de faire ça parce que déjà la terre, je ne l'ai pas payée, la voiture non plus. Aujourd'hui, les jeunes femmes qui vous regardent et qui sont butées par rapport à ces obstacles, c'est qui n'a pas un mari qui la soutient, qui n'a pas une grande sœur au grand cœur comme Karine Mokoko, qui n'a pas, je peux dire quoi, parce que même le capital, parfois, ça manque. Mais c'est facile, souvent j'entends des gens qui disent « débrouillez-vous, cherchez-vous ». Est-ce que quelqu'un peut penser à investir sans avoir un sou en poche? Non. Non, c'est pas réaliste et il va très vite se décourager. Parce que quand on investit, on n'est pas censé gagner de l'argent. Quand on fait des business plans et tout ça, on n'est pas censé gagner et vivre de son investissement les premières 3 années. C'est une réalité. Moi, je suis qu'à ma première année, comme j'ai commencé en 2020. Voilà pourquoi je ne vis pas de cet investissement-là. C'est un investissement, on gagne sur du long terme. Donc, quelqu'un qui se met dans l'entrepreneuriat, dans ce genre de business-là, que ce soit dans la restauration, l'élevage ou l'enseignement même, parce qu'on peut aussi créer son école, les premières 3 ans, tu vas galérer. Ou si tu ne galères pas, tu vas t'en sortir, mais ça te permettra juste de payer tes employés et tout. Mais il faut se donner les moyens. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé dans d'autres endroits pour pouvoir avoir les moyens de lancer la ferme. C'est clair que si je n'avais pas eu ce que le restaurant m'avait donné, je n'aurais pas pu avoir l'argent pour lancer la ferme. C'est une réalité. Je suis tellement passionnée par tout ce qui est en train de se dire. Malheureusement, le temps est en train de tirer à sa fin. Il nous reste encore un petit bout de l'émission pour parler un peu du questionnaire intimiste. Mais avant, on va aller souffler un peu en musique. Quel serait ton 3e choix musical? Bon, comme on va zouker, toi et moi, on va danser Aller en bas de Charlotte Dipanda. Ok, on va au Cameroun. Ben, on va au Cameroun, on va chez mes grands frères là à côté. Goût de ça, c'est aussi ça, Femina. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, surtout les téléspectatrices, c'est votre tribune. Aujourd'hui, on est avec Mélia Mokoko. Dommage pour celle qui nous rattrape juste maintenant. On est déjà à la fin de l'émission. Mais avant, on va continuer de titiller Mélia Mokoko dans notre questionnaire intimiste. Ok. Alors, Mélia, la qualité que vous préférez chez un homme? Ça va être l'honnêteté. Celle que vous préférez chez une femme? Le travail. Ce que vous appréciez chez vos amis? La fidélité. Ce que vos amis apprécient de vous? La joie de vivre. Votre principal défaut? Je parle trop. Ah! Votre occupation préférée? Mon occupation préférée, la danse. Waouh! Moi, je rêve d'avoir ma maison. D'accord. De vieillir avec mon mari. D'accord. J'espère qu'on va vieillir longtemps ensemble. Et j'ai envie de voir mes enfants heureux, quel que soit leur choix. Voilà. Quel a été votre plus grand malheur? La perte de mon père. Et votre plus grand bonheur? Le fait que Dieu m'ait donné une fille et un garçon. Ce que vous reprochez à la jeunesse africaine d'aujourd'hui? C'est la distraction. D'accord. On n'est que dans la distraction. J'aimerais que les jeunes Africains sortent. On est rentré dans ce Facebook, dans tous les réseaux sociaux, tout ça. Et au lieu que ce soit nous qui maîtrisons ça, on a l'impression que ça bouffe notre jeunesse africaine. Elle ne contrôle plus rien. Ouais. Donc, j'aimerais que cette jeunesse africaine se ressaisisse et qu'elle sorte de la distraction. Voilà. Pour et moi, à la femme africaine? Si j'ai un message à passer aux femmes, il ne faut jamais arrêter de rêver. Il ne faut pas accepter de se faire dicter ce qu'on doit faire. Si vous avez envie de travailler, un homme ne peut pas vous interdire de travailler. Quel que soit l'argent qu'il vous donne, le travail, c'est l'épanouissement personnel. Donc, vous devez toujours faire valoir vos idées. Ça, c'est le message à toutes les femmes de la planète. 1, jamais on ne vous tape. 2, vous êtes libre de travailler. Et 3, vous êtes libre d'être une bonne pétasse au lit avec votre mari, comme et quand ça vous chante, même si ça dérange les autres. Voilà. Surtout, merci d'avoir été aussi ouverte, aussi vraie. Mélia Mokoko est là, elle est la preuve vivante que la terre, ça ne trahit pas, ça vous met toujours au sommet. Essayez et on verra bien. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que on va devoir vous quitter. On se voit prochainement avec une autre invitée, mais toujours avec le nom, la même tribune, Femina. Restez calés sur nos programmes. Ciao, ciao, portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci beaucoup.